Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouveau format. Alors évidemment on va toujours parler d'actualité, mais on va en parler de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que maintenant on va prendre un sujet en particulier, aller plus en profondeur. Voilà, après réflexion, je me suis aperçu que j'avais pas une grande valeur ajoutée sur l'actualité par rapport à des médias par exemple. Si vous allez sur YouTube, vous tapez comment faire votre veille et puis vous allez tomber sur ma vidéo qui va vous expliquer comment on peut faire sa veille. Mais voilà, ma valeur ajoutée, c'est plutôt de faire une analyse et d'aller un petit peu plus loin dans le sujet pour avoir des idées, des réflexions supplémentaires sur chacun des sujets. Et justement, aujourd'hui, on va voir le sujet d'Apple, parce qu'il y a eu une conférence Apple il y a un peu plus d'une semaine. Et vraiment, quand j'ai vu cette conférence, qui était plus sur les services que sur les produits, je me suis dit, voilà, Apple, c'est vraiment une marque qui sait devenir indispensable. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'échanger avec vous dans ce podcast, c'est de comprendre comment une marque arrive à devenir indispensable. Donc déjà, pour commencer, pour moi, il y a trois règles à respecter pour devenir indispensable. La première, c'est ce que fait toutes les startups, c'est de répondre à un besoin. Voilà, une startup quand elle se crée, en général, c'est que y a un marché qui est prometteur parce qu'il y a un besoin qui n'est pas traité et c'est l'occasion pour cette entreprise de capitaliser sur ce besoin, d'y répondre pour que les gens achètent son produit parce qu'ils y voient un réel intérêt. Si je prends l'exemple de La Poste, par exemple, imaginons La Poste, qui a un service, c'est des gens qui vont livrer du courrier, il y a un tri de courrier, on peut envoyer son courrier, etc. Quand les mails sont arrivés, alors n'importe quel service mail, mais quand les mails sont arrivés, quelle était la valeur ajoutée des mails ? Si c'était un mec qui emmenait du courrier, il triait le courrier, on pouvait envoyer son courrier papier, etc., il y aurait aucune valeur ajoutée par rapport à La Poste. Et comme La Poste était leader en France, quel est l'intérêt pour cette boîte-là ? Quel est l'intérêt pour les gens de passer par cette boîte-là ? Donc voilà, clairement, ça aurait pas forcément fonctionné, à moins qu'ils avaient vraiment une com différente, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais dans le service proposé, quel était l'intérêt ? Eh ben, l'intérêt des mails, c'est que du coup, on dématérialise tout ça, on envoie directement avec un ordinateur, avec Internet, etc. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'email par rapport à la poste, et c'est pour ça que l'email a pris une si grande part de marché. Même si on n'est pas tout à fait sur le même type de service, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est beaucoup plus simple d'envoyer un email que d'envoyer une carte postale, et c'est pour ça que l'email marche si bien. La deuxième règle qu'il faut respecter, c'est évidemment sortir l'outil ou le service qui répondent à ce besoin. Et attention, il ne faut pas quelque chose de compliqué, il faut quelque chose le plus simple possible. Il faut que l'expérience utilisateur derrière soit hyper simple. Et pour terminer, il faut que l'entreprise ait une philosophie cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire une philosophie ? C'est que pour devenir un acteur important d'un secteur, il faut absolument avoir une idée, une baseline, une façon de penser qui va changer les choses. Quand on regarde Apple, c'est tout simplement penser différemment des autres. Quand on regarde Nike, c'est just do it. Vous voyez, il y a vraiment une baseline, quelque chose auquel les gens croient et auquel les gens se rattachent, et c'est ce qui va faire qu'ils vont apprécier votre marque et pas seulement votre service. Après, vous pouvez créer tout un écosystème de services autour de ça, mais le plus important, c'est que les gens se rattachent à l'idée, aux valeurs de la marque. Et une fois que les gens aiment votre marque, vos valeurs, et après, vous pouvez sortir n'importe quel produit tant que ça correspond justement à ces valeurs-là, parce que les gens y croient déjà.
Donc voilà, les 3 règles, c'est vraiment répondre à un besoin, sortir un outil ou un service qui répond à ce besoin, et en 3e, c'est avoir une philosophie cohérente. Là, je vous le dis dans cet ordre-là, mais en réalité, il vaut mieux réfléchir à la philosophie en premier, parce que c'est ce qui va vraiment déterminer tout l'écosystème en fait que vous allez pouvoir mettre en place. Donc Apple, c'est pas les seuls à essayer de devenir indispensable. Évidemment, on pense aussi à Google, à Facebook, à Amazon. Quand on voit un peu la diversité des secteurs, Google qui est à la fois dans la santé, qui est évidemment sur le web, on va le voir, mais ils se sont mis aussi sur le social selling. Quand on regarde Amazon, qui est plus du tout uniquement une marketplace, mais c'est aussi Alexa avec un assistant vocal, c'est aussi des bases de données. Voilà, Amazon, c'est aussi tout un écosystème. Et par exemple, si je prends un exemple, c'est Netflix. Par exemple, pourquoi Netflix a autant de succès ? Netflix, il a autant de succès car toutes les vidéos, tout un tas de vidéos sont ultra accessibles pour presque rien par mois, quoi. Donc, la question de Netflix, c'était comment rendre le quotidien des gens plus simple, en tout cas pour le divertissement. Et Netflix y a répondu, nous on est un acteur, mais en payant un prix par mois, on va pouvoir vous donner accès à tout un tas de vidéos. Et moi, un exemple qui me marque vraiment, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement rentrés dans ce secteur-là, ils l'ont tellement poussé à bout, que moi, aujourd'hui, j'ai un bouton Netflix sur ma télécommande de télé. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça paraît assez logique pour beaucoup de monde, mais Netflix, ça fait pas très longtemps que ça existe, et il a pris tellement de place qu'aujourd'hui, il y a des constructeurs de télé, enfin, c'est des partenariats, mais il y a des constructeurs de télé qui se sont dit, je vais leur laisser la possibilité, pour rendre l'expérience utilisateur encore plus simple, d'aller sur Netflix hyper simplement, juste via un bouton. Autre exemple, si on prend Facebook. Voilà, le Facebook, donc un Facebook, c'est beaucoup de choses. Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, ils ont aussi une marketplace qui ressemble un peu au Bon Coin. Aujourd'hui, on peut payer via Messenger, il y a des bots pour les entreprises. Donc, au fur et à mesure, ils ont pris plein de services comme ça qu'ils ont inclus dans leur offre, si je peux dire, pour que de plus en plus les gens utilisent uniquement Facebook pour toutes les choses du quotidien, que ce soit pour acheter, que ce soit pour payer ses amis, que ce soit pour envoyer des photos, que ce soit pour envoyer des messages, etc., pour même dialoguer avec les entreprises. Voilà. Et par exemple, Facebook, là, ils ont eu un problème récemment, c'est la transparence. La transparence des données, etc. Donc évidemment, ils se sont mis en conformité RGPD, etc. Mais voilà, la transparence, notamment sur les publicités, etc. Bah là, par exemple, ils ont sorti un nouveau service qui s'appelle Ads Library et qui permet de montrer patte blanche, en fait, et de faire preuve de transparence. C'est-à-dire que sur Ads Library, vous pouvez voir toutes les publicités Facebook qui sont publiées, les photos, les wordings, etc., etc. Pareil, Facebook, c'est une plateforme qui est censée devenir aussi, au fur et à mesure, un média, voilà, où on va créer du contenu dessus. Et pourquoi ? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens utilisent Facebook dans leur quotidien, que ce soit au petit-déj, quand on regarde les articles, etc. Il faudrait que ce soit sur Facebook. Donc, au fur et à mesure, voilà, ils ont une philosophie qui est de connecter le monde entre eux, etc. Et donc ça c'est bon. Ils ont les outils, parce que du coup, ils n'ont pas que Facebook, que la plateforme Facebook, ils ont plein d'autres choses, mais ils ont les outils qui répondent à ça, mais surtout, ils répondent à un besoin. Ils répondent au besoin de discuter avec les gens, ils répondent aux besoins de partager ses photos, ils répondent aux besoins de discuter avec les entreprises, ils répondent aux besoins d'acheter des produits, etc., etc. Quand on regarde Google, c'est la même chose. Google, donc Google, c'est plein de choses. C'est aussi bien de la santé que des téléphones, que un moteur de recherche, que une plateforme qui s'appelle YouTube et qui permet de mettre des vidéos, etc. Mais Google, ils ont encore des besoins qu'ils arrivent à identifier. Voilà, par exemple, ils se sont aperçus que c'était galère d'aller sur plein de sites e-commerce différents pour acheter plein de produits différents. Ils se sont dit, nous, vu qu'on est présent et qu'on permet de générer du trafic sur ces sites, pourquoi on ferait pas tout simplement un panier d'achat qui serait un panier Google, et vous allez acheter vos produits sur n'importe quelle plateforme, et en fait, vous le payez une seule fois avec Google Shopping Action,
et ça vous permet de tout recevoir chez vous. Nous, on s'occupe de tout le lien entre votre panier d'achat et les différents sites sur lesquels vous avez acheté. Voilà, donc ça, si c'est un besoin, voilà, qui est répondu qui est en test actuellement, mais qui va très certainement sortir. Et voilà, Google répond à ça en proposant un outil. Alors d'abord, ils identifient un besoin. Ensuite, ils proposent un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser avec une meilleure expérience utilisateur. Et ça reste toujours dans la philosophie de Google. Et c'est assez inspiré du modèle et de la culture chinoise. Hein. Quand on regarde WeChat, c'est un réseau social chinois qui ressemble un peu à WhatsApp, sauf que sur WeChat, pour le coup, on peut payer, on peut parler, on peut acheter. Enfin, WeChat, c'est un calendrier, c'est tout ce que vous voulez. C'est en fait une aide de vie au quotidien. Voilà. Et ces apps-là, l'idée, c'est de vraiment devenir indispensable pour être le plus utilisé possible, évidemment, par les utilisateurs. Et pour ça, ils ont besoin de se rendre indispensables. Il faut plus que créer le besoin, c'est vraiment que l'utilisateur ne puisse plus utiliser un autre service que celui qu'on propose parce que on est trop cool, parce que c'est hyper simple à utiliser et parce que ça répond parfaitement à la demande et surtout une fois qu'on l'a utilisé et qu'on est habitué à ça, et ben il faut que vraiment il y ait un autre service qui ait une meilleure valeur ajoutée pour qu'on change de service parce que quand on est fidélisé sur un service, évidemment on reste. Donc au début, en général, toutes ces marques-là, elles commencent petit. Hein, Google, au départ, c'était un moteur de recherche. Amazon, c'était une marketplace. Facebook, c'était simplement un site où on pouvait ajouter des amis, etc. D'accord ? Et au fur et à mesure, ils vont répondre à leur secteur, aux besoins de leur secteur, et puis après, ils vont s'étendre. Ils vont s'étendre sur plein de sujets différents pour devenir au fur et à mesure indispensables. Quand on regarde Spotify, par exemple, Spotify qui est vraiment bien en place sur tout ce qui est musique, Spotify, ils sont encore en train de répondre à des besoins de leur secteur. Par exemple, cette semaine, ils ont sorti un abonnement premium pour les couples. Voilà, ils ont identifié un besoin, ils ont identifié que les couples qui écoutaient des musiques ensemble, peut-être que c'était bien d'avoir un abonnement pour deux, parce que avoir 2 abonnements de Spotify, bah, ça sert pas forcément à grand-chose. Et du coup, pour seulement 12,49 € par mois, on peut avoir une offre duo chez Spotify. Donc là, en ce moment, ils essayent de devenir indispensables sur la musique, ils essayent de concurrencer notamment Deezer, SoundCloud, etc. Et une fois qu'ils seront indispensables sur la musique, pourquoi pas aller sur d'autres secteurs du divertissement. Une autre marque, moi, qui me fait beaucoup penser à Apple et qui est vraiment très intéressante, et puis ça se concrétise cette semaine, c'est Huawei. Huawei, on en a déjà parlé. Là, ils ont fait une conférence où ils ont sorti donc 2 téléphones, le P30 et le P30 Pro. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans la conférence aussi dont ils ont parlé, c'est les lunettes connectées. Voilà, ils se sont aperçus que les gens qui portaient des lunettes, en tout cas, parce qu'on peut aussi adapter sa vue à ces lunettes-là, ça peut être hyper intéressant d'avoir des écouteurs, des choses comme ça, directement intégrées dans les lunettes. Donc ils répondent à des besoins supplémentaires et c'est plus uniquement de la téléphonie, quoi. Et pareil, ils ont aperçu que dans tout ce qui était sorti dans les lunettes connectées, ce qui marchait pas, enfin ce qui faisait peur en tout cas, c'était les caméras, pouvoir être filmé au quotidien, etc. Du coup, eux, ils ont pas mis de caméra sur leurs lunettes. Donc voilà, c'est comme ça, c'est en faisant du test and learn et en se diversifiant dans son secteur que, au fur et à mesure, on crée un écosystème et que du coup, on devient de plus en plus indispensable. Bon. Revenons un petit peu à Apple. Alors, je vais parler de Apple à l'international et pas juste uniquement en France, hein, parce que vous allez le voir, les services d'Apple sont pas forcément tous prévus dans un premier temps, en tout cas pour la France. Mais tout le monde connaît Apple. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ça, c'est voilà le choix de chacun. Mais pourquoi les gens aiment ? Les gens, ils aiment parce que tout est plus simple. Pour le coup, ils ont vraiment créé un écosystème qui est plus simple, plus accessible. D'ailleurs, il y a une petite anecdote assez rigolote, mais il y a la directrice financière de Huawei qui a été arrêtée au Canada
et c'est la fille du fondateur, hein. Et dans son sac, il y avait un MacBook Pro, un iPad, un iPhone 7 Plus, enfin voilà. Donc même la fille du fondateur de Huawei, elle utilise des produits Apple, voilà, ce qui montre que il y a beaucoup de gens que ça arrive à convaincre ce type de produit-là. Mais c'est pas vraiment les produits en fait qui convainc les personnes, c'est plutôt la philosophie. Il y a la philosophie, et ensuite, les produits vont répondre à chaque besoin que vous pouvez avoir. Donc depuis plusieurs années, Apple, ils sortent des produits pour répondre à des besoins. Le Mac, ça peut être pour du perso ou pour du pro. Là, leur gamme, elle est bien segmentée, hein. Il y a les MacBook Pro pour le pro, il y a les MacBook Air, par exemple, pour le perso ou pour les déplacer facilement, etc. Il y a les téléphones, évidemment, mais il y a eu aussi la musique avec les iPods, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ils ont identifié des besoins, ils ont sorti des produits qui étaient en totale cohérence avec leur philosophie. Mais là, la conférence qu'ils ont présentée la semaine dernière, elle ne parlait pas de produits, mais elle parlait de services. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, parce que c'est quand même assez intéressant, parce que Apple était une société de produits à la base, c'était une société tech de produits. Mais de plus en plus, Apple devient une société de services. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que pour créer un écosystème encore plus fort, quelque chose dont vous pouvez plus vous passer, c'est que, ok, maintenant vous avez la technologie Apple, et demain vous aurez tout sur Apple. Vous pourrez tout faire avec Apple. C'est le but, alors c'est le but de tous les autres, mais je trouve que Apple, pour le coup, ils sont vraiment très bons là-dessus. Par exemple, ils ont sorti Apple News+. L'idée, c'est d'avoir des informations, etc. Enfin, c'est une sorte de kiosque, en fait, si vous voulez. Donc, vous avez un abonnement à 9,99 $ par mois. Toute la famille peut l'utiliser à ce prix-là, hein. Et pour info, c'est déjà le service qui est devenu la première application d'actualité au monde, hein. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé lundi dernier, et c'est déjà le cas. La valeur ajoutée, c'est que, du coup, il y a moins de papier, hein. Vous savez que les médias sont en transition vers le digital. Et que, en fait, ce qui est pratique, c'est que c'est utilisable directement sur un iPhone, d'accord ? Et que toutes les sources sont vérifiées. Donc ça, c'est hyper important, parce que à l'heure des fake news, etc., ils ont identifié là aussi une problématique. Ils se sont dit, ok, comment on peut avoir une valeur ajoutée qui fait qu'on va aller plus loin, qu'on va faire mieux que les autres. Et du coup, ils proposent une plateforme qui est kiosque, donc qui existe déjà ailleurs, sauf que là, ils vont plus loin en faisant des articles vérifiés, etc. Par exemple, ce service, donc Apple News+, il n'est pas dispo sur Android. Là encore, on rentre dans quelque chose qui prouve que Apple veut créer un écosystème à lui entièrement. Les médias, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode, et il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent, hein, sur les médias. Mais c'est pas tout. Tout à l'heure, on parlait de Netflix, par exemple. La vidéo, enfin le service de vidéo à la demande, ce qu'on appelle le VOD, c'est quelque chose qui est hyper important aujourd'hui, qui réunit un très grand nombre de personnes. Et du coup, il y avait Apple qui, on en entendait parler, on avait des rumeurs comme quoi ils allaient sortir leur propre système de vidéo. Moi personnellement, j'attendais beaucoup, parce que Netflix c'est très important dans le monde, et puis moi dans ma vie personnellement. Et je me suis dit, comment ils vont faire pour arriver en concurrence frontale? S'ils proposent le même service, c'est mort, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc je me suis dit, ça j'attends un peu pour voir comment ils vont réussir à faire mieux. Et en fait, ils proposent pas tout à fait le même service, et c'est assez intéressant. En fait, sur Apple TV+, vous pouvez louer ou acheter des films, et vous pouvez aussi connecter tous vos services de streaming préférés. Quel est l'intérêt de ça ? Moi, je vous explique. Aujourd'hui, j'ai deux choses. J'ai Netflix et j'ai Amazon Prime. J'utilise Netflix principalement parce que c'est lui qui arrive à mieux me retenir, je sais pas, tout simplement, je trouve que les programmes sont plus intéressants, etc. Mais du coup, je loupe certains programmes de Amazon Prime, et parfois je suis obligé de switcher, ma télé elle a pas Amazon Prime, elle a que Netflix, enfin voilà, parfois c'est un petit peu galère.
Du coup, quand j'ai besoin d'utiliser Amazon Prime Video, tout simplement, je suis obligé de me connecter à mon ordi, de Chromecaster, enfin, voilà, c'est un petit peu galère. L'idée d'Apple, c'est de dire, ok, nous, on n'a pas forcément de valeur ajoutée sur la création de nouveaux programmes, etc., même s'ils en font aussi un petit peu pour s'aligner sur la concurrence, mais on va faire un truc. Et là, c'est la valeur ajoutée, c'est que tout va être plus accessible, plus simple, plus facile, et on va diversifier l'offre qu'on va proposer. Donc aujourd'hui, avec Apple TV+, vous pouvez vous connecter à plein de services vidéo, avoir tout ça sur une seule et même plateforme, et du coup, vous avez une offre qui est adaptée. Soit vous pouvez louer ou acheter un film, soit vous pouvez vous abonner complètement à un service vidéo, etc. Mais l'idée, c'est que vous ayez tout sur une seule et même plateforme, et évidemment c'est une plateforme Apple, parce qu'ils veulent devenir indispensables. Ils sont aussi mis, toujours dans le divertissement, mais ils sont aussi mis sur les jeux, avec Apple Arcade. Donc là c'est la même chose, vous payez une fois, et vous avez des centaines de jeux en illimité. Toujours dans la même logique, ils veulent devenir indispensables sur le média, après ils veulent devenir indispensables sur la vidéo, après ils veulent devenir indispensables sur les jeux. Ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qui manque ? Le paiement. Le paiement, ils y ont répondu avec l'Apple Card. L'Apple Card, c'est quoi ? C'est une carte physique, donc c'est une carte de crédit que vous pouvez avoir, qui peut être aussi disponible évidemment sur votre téléphone. Donc attention, je veux juste revenir très rapidement sur l'Apple Card, mais nous en France on fait un abus de langage, on dit qu'on a des cartes de crédit, alors qu'en fait en réalité on a plutôt des cartes de débit, c'est-à-dire que c'est connecté directement à votre compte, et ça débite votre compte à chaque fois que vous payez. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. C'est plus courant d'avoir des cartes de crédit. Donc, en fait, c'est des cartes d'entreprise, par exemple, que vous avez. Et ça va vous faire un crédit que vous allez ensuite devoir rembourser, etc. Et du coup, ils ont une problématique aux États-Unis, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des cartes. Tu peux en avoir beaucoup dans ton portefeuille. Et c'est parfois un peu relou. Du coup, eux, ils se sont dit, comment on va répondre ça ? On va faire une carte de crédit, qui va être une carte de crédit Apple, les gens pourront tout faire avec. Donc, on peut payer en sans contact avec son téléphone, ou on peut payer avec sa carte de crédit quand ils n'ont pas le sans contact. En France, c'est assez rare qu'on n'ait pas le sans contact, enfin que les entreprises n'aient pas le sans contact, mais aux États-Unis, c'est un petit peu plus courant. La valeur ajoutée, c'est évidemment d'avoir tout accessible, que ce soit avec son téléphone ou avec sa carte de crédit. C'est aussi qu'il y a un système de cashback. Donc à chaque fois que vous achetez, ça vous reverse un peu d'argent sur votre téléphone. Enfin, sur votre soi-disant crédit. Et puis surtout, c'est que derrière, il y a une application, parce qu'évidemment, c'est directement connecté avec le téléphone. Il y a une application qui vous permet de gérer votre budget. Quand vous cliquez sur un achat, ça vous permet de géolocaliser exactement où est le commerce et quel est le commerce dans lequel vous avez acheté. Enfin voilà, tout ça fait que ça rend l'utilisation, le paiement beaucoup plus simple. Et c'est totalement dans la lignée d'Apple de devenir indispensable avec tous les services qu'ils proposent. Donc, d'abord, on répond à un besoin, ensuite, on crée des outils ou des services qui vont y répondre, mais des outils, des services simples. Je rappelle, l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur y trouve un intérêt en passant par vous, quelque chose de beaucoup plus simple. Et évidemment, il faut que tout ça soit cohérent avec votre philosophie. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que Apple, demain, va créer du contenu vidéo comme Netflix ? Est-ce que demain, il va créer du contenu d'actualité pour devenir un média ? Est-ce qu'il va créer ses propres musiques ? Est-ce qu'il va devenir un label ? Alors, actuellement, je pense pas que ce soit le but d'Apple. Le but d'Apple, c'est de devenir indispensable, mais c'est aussi de s'appuyer sur les acteurs qui fonctionnent bien pour proposer leur contenu, mais proposé par leur application, par leur plateforme. Peut-être que demain, ils vont créer du contenu, etc. Ça, c'est pas aujourd'hui leur cœur de métier, mais ça peut le devenir demain, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas leur but. Ce qui est sûr, c'est que si demain, les gens ne trouvent plus d'intérêt à aller sur Netflix parce qu'ils ont toutes les vidéos sur une seule et même plateforme, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Netflix n'a pas accepté le partenariat avec Apple TV+. Mais si demain toutes les vidéos sont accessibles par Apple TV+, et que les gens ne vont plus sur Netflix, Apple va devenir les leaders. Ils vont devenir les leaders des médias, ils vont devenir les leaders des jeux, ils vont devenir les leaders de la vidéo, ils vont devenir les leaders du paiement, etc. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est en position forte, rien ne nous empêche
de négocier plus sévèrement avec les partenaires, voire de supprimer les partenaires, et du coup ça les fait couler. Une fois que tout le trafic passe par nous, mais c'est la même chose chez Google. Pourquoi aujourd'hui ils proposent une plateforme pour payer plus simplement chez les e-commerçants? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est eux les plus forts. C'est eux les plus forts là-dessus. Ils génèrent quasiment tout le trafic chez les e-commerçants. Si demain Google supprime Amazon de son annuaire, Amazon a vraiment de quoi être inquiet, quoi. Google aujourd'hui, son but c'est pas de devenir un e-commerçant. Peut-être que demain ça sera le cas, mais aujourd'hui, l'idée de Google, c'est de devenir une plateforme de shopping. Il va remplacer une expérience qui est relou par un truc hyper simple, ok ? Donc, l'idée, c'est d'abord de devenir le leader, d'accord ? Une fois que vous êtes le leader, vous gérez le trafic, etc. Donc là, vous êtes les rois et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour devenir le leader, il faut d'abord devenir indispensable, il faut que les gens vous utilisent. Et pour ça, il faut avoir une vraie valeur ajoutée sur chacun des services que vous proposez, parce que vous répondez à un besoin précis. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des acteurs du e-commerce, ce ne sont pas des acteurs du média, ce ne sont pas des acteurs de la vidéo, ce sont des facilitateurs. Et c'est grâce à ça qu'ils vont devenir, du coup, indispensables dans l'utilisation. Et on parle de la bataille des gens, mais demain, peut-être que Apple va détrôner Netflix, Spotify avec Apple Music, Google News avec les médias, Facebook avec les iMessages, je sais pas. Et peut-être que ça sera l'inverse, peut-être que c'est Google qui va remporter la bataille, etc. Mais voilà, le but c'est d'avoir le plus d'utilisateurs qui utilisent sa plateforme, et pour ça, on propose des services de plus en plus simples et de plus en plus utiles. Et je voudrais terminer sur ça. Aujourd'hui, si vous regardez la journée d'un mec qui est pro Apple, le mec, il se lève le matin au petit-déj, il regarde les derniers articles sur sa tablette. Ensuite, il va dans sa voiture, il prend les transports et il écoute de sa musique avec Apple Music. Ensuite, il est au travail, il ouvre son MacBook Pro, il travaille sur son MacBook Pro. Le midi, il va manger dans un resto, il paye avec sa Apple Card. Le soir, il rentre, il regarde Apple TV+. Même s'il va aux toilettes, il peut jouer à des jeux grâce à Apple Arcade. Et puis c'est ça qui est fou, c'est que même s'il va faire du sport avec son Apple Watch, il peut contrôler sa santé. Il y a des électrocardiogrammes qui sont hyper puissants. Bref, toute la journée de ce mec-là peut être simplifiée par Apple. Voilà. Alors, Apple, c'est pas les seuls. Il y a Google, évidemment, je le répète, mais je trouve que c'est vraiment, pour moi, les leaders sur ce marché-là, c'est ceux qui ont la plus grande vision là-dessus. Et je pense que là, c'est passé sur du service, c'est des choses qu'ils faisaient déjà avant, mais là, ils ont fait une conférence uniquement dédiée au service. Je pense que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la marque qui est très important. Le podcast de cette semaine est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous propose de laisser un avis si ça vous a intéressé. N'hésitez pas sur Instagram, par exemple, à m'envoyer des messages si vous avez des questions, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, etc. Et puis j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast. C'est quelque chose qui est gratuit, c'est une seule fois, vous vous abonnez une seule fois. Et puis moi, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça me permet de créer du contenu encore meilleur. Pour ceux qui veulent, qui sont pas trop adeptes des abonnements et qui veulent surtout rien louper, il y a une liste email dans laquelle vous pouvez vous inscrire et ça vous envoie un email automatiquement dès que le podcast est sorti. C'est en description, que ce soit de la vidéo YouTube ou des podcasts que je publie. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les descriptions. Et puis dans le même lien, vous avez aussi tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut!